Salam alaikum chers étudiants, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la deuxième série du TP du module I-133. Donc je vous demande s'il vous plaît de prendre votre série TP et lancer en même temps CodeBlocks pour faire l'implémentation en parallèle avec moi. Très bien. Donc le sujet de la deuxième série TP, c'est l'implémentation des listes doublement chaînées. Voilà donc l'énoncé de la deuxième série TP sur les listes doublement chaînées. Donc, je lis d'abord l'énoncé avant de passer à l'implémentation des fonctions demandées. Donc, un club d'athlétisme organise chaque année une compétition de course, 400 mètres et 3000 mètres, afin de sélectionner les athlètes contribuant aux compétitions nationales. Un athlète participant à la compétition est une personne identifiée par les informations suivantes: un code, le nom, le prénom, la date de naissance et le score. Le score, bien sûr, c'est une autre structure qu'on va la voir par la suite, contenant 3 champs. Donc, on vous demande de gérer cette compétition à l'aide d'une liste doublement enchaînée en utilisant les structures suivantes. La première structure, c'est la structure score, qui contient comme champ temps, c'est le temps en secondes effectué par l'athlète. La distance, c'est la distance de la course, soit 400 mètres ou bien 3000 mètres, parce que c'est les deux types de courses gérés au niveau de cette compétition. Et la chaîne de caractères termine pour spécifier si l'athlète a terminé la course ou pas. Donc, c'est une chaîne de caractères qui contient soit oui, soit non. Donc, voilà ce qui concerne la structure score. La deuxième structure, c'est la structure athlète. Donc, c'est une structure qui contient comme champ le code, c'est un numéro identifiant de l'athlète, le nom et prénom, donc stocké sur une seule chaîne de caractères. Bien sûr, le nom et le prénom sont séparés par un espace. OK? Troisième champ, c'est la date de naissance. Bien sûr, pour la date de naissance, on vous demande de la stocker sous cette forme: jour, mois, et l'année. Et le quatrième champ, c'est la compétition qui est de type score. OK? Donc, c'est un champ qui contient le résultat de l'athlète, c'est-à-dire le temps, la distance et termine, c'est-à-dire si l'athlète a terminé la course ou pas. La troisième structure, c'est la structure d'une liste doublement enchaînée. Donc, il contient comme information l'athlète, OK, et un pointeur sur la cellule suivante et un autre pointeur sur la cellule précédente. OK? Et c'est une structure qui s'appelle liste. Très bien. Passons maintenant aux fonctions demandées. Donc, la première fonction qu'on vous demande de réaliser, c'est la fonction lire athlète. Donc, c'est une fonction qui fait juste la saisie d'un athlète. OK? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au niveau de cette fonction, il faut demander à l'utilisateur d'entrer les informations concernant un athlète donné, à savoir le code, le nom et le prénom, la date de naissance et les informations concernant le score, c'est-à-dire le temps, la distance et termine, c'est-à-dire si l'athlète a terminé la course ou pas. Donc, c'est une chaîne qui contient soit oui, soit non. Donc, allons-y pour voir ensemble comment on va implémenter cette fonction lire athlète. Donc, voilà, après la création d'un projet sous CodeBlocks, donc tout d'abord, on commence par la déclaration des structures, bien sûr les structures que vous avez dans votre série. OK. Ici, j'ai effectué une petite modification au niveau de la dernière structure. À la place de éléments, j'ai appelé ma structure cellule. Et ici, à la place de liste, je l'ai appelé LDC, c'est-à-dire liste doublement chaînée. D'accord? Donc, passons à l'implémentation de la première fonction. C'est la fonction athlète. Donc, c'est une fonction qui permet de lire les informations sur un athlète donné. C'est pour cela la fonction retourne ici un athlète. Très bien. Donc, tout d'abord, on doit commencer par la déclaration d'une variable de type athlète. Et après ça, on fera la saisie, tout simplement. Donc, premièrement, on demande le code et on lit l'information sur le code. C'est un entier, donc adresse de a.code. OK. Après ça, on lit l'information sur le nom et le prénom.
Donc ici, pourquoi on a utilisé gets? C'est parce que le champ nom-prénom, c'est une chaîne de caractères qui contient un espace. Pourquoi? Parce que dans le champ nom-prénom, on va stocker l'information sur le nom et aussi sur le prénom. Donc c'est une chaîne de caractères qui contient le premier mot, puis espace, le deuxième mot. Donc vous ne pouvez pas lire cette chaîne à l'aide de scanf en utilisant le code format %S. Pourquoi? Parce que scanf, il va arrêter la lecture une fois il rencontre soit le caractère espace ou bien le caractère entrée, retour chariot. OK? Et pour cela, on va utiliser ici la méthode gets. C'est pour lire toute la chaîne de caractères avec l'espace. OK? Vous remarquez ici que j'ai appelé la méthode getchar. Donc, vous allez poser la question, pourquoi l'appel de cette méthode getchar? Tout d'abord, il faut savoir que cette méthode, il permet de lire un seul caractère. OK? Get, c'est-à-dire lire, char, c'est-à-dire un seul caractère. Getchar, c'est pour lire un seul caractère. Donc, pourquoi l'appel de cette méthode juste après l'appel de scanf? Donc, ici, le problème, c'est qu'au niveau de l'exécution de cette méthode, une fois vous entrez l'information sur le code, sans appel de cette méthode getchar, vous allez remarquer que le compilateur, il va sauter la lecture du nom et prénom, il va exécuter cette instruction, c'est-à-dire donner date de naissance. Pourquoi? C'est parce que quand l'utilisateur entre une valeur pour le code, qu'est-ce qu'il va faire par la suite pour arrêter la saisie? Il va cliquer sur Entrée. Il va cliquer sur Entrée pour arrêter la saisie et passer à l'exécution de l'instruction suivante. Donc, le problème, elle est sur le caractère entrée saisi après la valeur. Donc, quand il s'agit de cette situation, c'est-à-dire une lecture suivie par une lecture d'un caractère ou bien une chaîne de caractères, le retour chariot, c'est-à-dire le clic sur Entrée, ça sera considéré comme un caractère lu par cette fonction gets. C'est comme il va prendre ce caractère retour chariot et le stocker au niveau de la chaîne nom-prénom. Donc, c'est ça le problème derrière cette situation. Donc, c'est pour cela qu'on appelle cette méthode getchar qui a le rôle de lire un seul caractère. Donc, ici, pourquoi on va l'appeler juste après l'appel de scanf? C'est pour lire le caractère retour chariot. OK? Et une fois ce caractère, ça sera lu par cette fonction, maintenant, cette fonction devient libre. Et il va donner la main à l'utilisateur pour entrer la chaîne de caractères pour initialiser l'information sur le nom et prénom. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On a aussi la même situation ici. Donc, en général, si vous avez la situation suivante, il faut appeler getchar entre les deux fonctions de lecture. Quelle est cette situation? Si vous avez la lecture de n'importe quelle variable, quel que soit le type de cette variable, suivie obligatoirement par la lecture d'une chaîne de caractères. Donc, voilà cette situation, on l'a ici. Donc, ici, scanf pour lire un entier suivi par la lecture d'une chaîne de caractères. Donc, entre les deux, il faut appeler getchar. On a cette situation ici. Donc, ici, à l'aide de scanf, on lit l'information sur le temps. C'est un entier suivi par la lecture d'une chaîne de caractères. OK? Pour stocker l'information sur la distance. Donc, entre ces deux fonctions de lecture, on doit appeler getchar. Donc, j'espère que c'est clair cette histoire de getchar. Donc, voilà, après la saisie de toutes les données concernant un athlète, cette fonction retourne la variable A qui contient toutes les informations nécessaires d'un athlète donné. Très bien. Passons maintenant à l'implémentation de la fonction suivante. La fonction suivante, c'est la fonction Halloween. Donc, c'est une fonction qui fait juste l'allocation dynamique d'un nouveau élément qui va être inséré au niveau de la liste doublement chaînée, bien sûr avec l'initialisation des deux pointeurs, le pointeur sur le suivant et le pointeur sur le précédent, sans initialisation de l'information sur l'athlète, parce que l'initialisation de l'information vient par la suite au niveau de la fonction insérer début, qui reçoit en paramètre l'information sur l'athlète, et aussi au niveau de l'insertion à la fin. Donc, vous voyez ici, au niveau des paramètres de ces deux fonctions, insérer début et insérer fin, on a l'information sur l'athlète. Ça veut dire que l'information sur l'athlète, ça sera initialisé au niveau de ces fonctions insérer début et insérer fin. Très bien. Donc, si on veut schématiser le nouveau nœud qui va être inséré au niveau de la liste, on peut le représenter comme ça. OK? Donc, une cellule
ok, de type LDC étoile, liste doublement chaînée, qui contient deux pointeurs, un sur le suivant et l'autre sur l'élément précédent. Les deux pointeurs sont initialisés au début par nul. Et ici au milieu, on va stocker l'information sur l'athlète. Donc, bien sûr, la variable athlète contient plusieurs informations, à savoir le code, le nom et prénom, date de naissance et une autre variable de type score qui contient l'information sur le temps, la distance et termine. Ok. Maintenant, à l'aide de cette fonction allow-env, on va juste créer l'espace mémoire pour ce nouveau élément, ok, de type LDC étoile, avec initialisation des deux pointeurs sur le suivant et sur le précédent. Ok, sans initialisation de l'information qui est de type athlète parce que ça vient par la suite au niveau des fonctions insérer début ou bien insérer fin. Très bien. Passons maintenant à la fonction. Donc, pour créer un nouveau nœud, on aura besoin de déclarer un pointeur, ok, de type LDC étoile, liste doublement chaînée, ok. Bien sûr, ce pointeur, ça sera utilisé pour créer un nouveau espace mémoire d'un nouveau élément ou bien une nouvelle cellule qui va être insérée par la suite au début ou bien à la fin. Donc ici, on fera l'allocation dynamique, ok, pour NE. Comme d'habitude, on teste si la mémoire est insuffisante. Donc on appelle exit-1 pour sortir du programme. Sinon, c'est-à-dire s'il y a encore assez de mémoire dans votre machine, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste initialiser les deux pointeurs sur le suivant et sur l'élément précédent par nul et on retourne tout simplement le nouveau élément NE qui va être inséré par la suite, soit au début de la liste, doublement enchaîné, ou bien à la fin. Très bien. Maintenant, au niveau de la question 2, on vous demande d'implémenter les fonctions insérer début et insérer fin. OK? Donc, la première fonction insérer début, c'est une fonction qui reçoit en paramètre la tête de liste et l'information sur l'athlète qu'on va insérer et retourne de nouveau la tête de liste. Donc, pourquoi? Parce que il y aura changement au niveau de l'adresse de la tête après insertion. La même chose pour insérer fin, c'est une fonction qui reçoit en paramètre la tête de liste et l'information sur l'athlète et retourne aussi l'information sur l'adresse de la tête de liste. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de changer l'adresse. Donc, comme on a expliqué au niveau du premier TP, si la liste est vide et l'utilisateur choisit d'insérer le premier élément à la fin, c'est le seul cas qu'il y aura changement de l'adresse de la tête. C'est pour cela qu'on doit retourner l'adresse de la tête aussi au niveau de insérer fin pour prendre en considération le cas de si l'utilisateur commence par une insertion à la fin quand la liste était vide. Très bien. Passons maintenant au schéma pour expliquer le principe de l'insertion au début d'une liste doublement enchaînée. Donc, supposons qu'on a une liste doublement enchaînée de tête L qui contient bien sûr des informations sur des athlètes, athlètes 1, 2 et 3, ok, et un nouveau élément NE qu'on va l'insérer au début de la liste. Donc, premièrement, il faut préparer ce nouveau élément NE. Bien sûr, il faut allouer de la place mémoire pour NE et initialiser l'information sur l'athlète. Et puis, vous pouvez l'insérer en tête de liste. Donc, pour l'insérer au début de la liste, premièrement, il faut que le suivant de NE pointe sur la tête de liste. Donc, comme ça. Donc, le suivant de NE pointe sur tête de liste, puis il faut que le précédent du L, c'est-à-dire le précédent de l'ancienne tête de liste, pointe sur NE. Donc, il est plus nul, on va supprimer nul, et le précédent maintenant pointe sur NE. C'est ça le deuxième changement qu'il faut faire. Par la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, on a une nouvelle tête de liste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'adresse de la tête de liste. Donc, maintenant, la tête de liste, c'est NE. Donc, il faut que elle reçoit NE pour changer l'adresse de la tête. Donc, comme ça.
Très bien. Et comme ça, on va insérer ce nouveau élément au début de la liste doublement enchaînée. Passons maintenant au code pour voir comment on va traduire ce qu'on a expliqué sur le schéma à l'aide d'un code écrit en C. Donc tout d'abord, on déclare le nouveau élément NE. C'est un pointeur de type LDC étoile. OK? Donc c'est un pointeur qui sera utilisé pour créer bien sûr un nouveau espace. OK? Une nouvelle cellule qui sera insérée au début de la liste. Donc j'appelle la méthode allow_NE pour créer l'espace mémoire pour cette cellule et initialiser les deux pointeurs sur la cellule suivante et la cellule précédente par nul. OK? Par la suite, on doit initialiser l'information sur l'athlète. Donc NE flèche ATH reçoit quoi? Reçoit l'information de l'athlète qui est passée en paramètre de la fonction insérer début. OK? Donc ici, juste entre parenthèses, que vous pouvez utiliser l'opérateur d'égalité pour affecter une valeur de type structure à une autre valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'y accéder au champ de la structure, champ par champ, pour faire l'affectation. Parce que l'opérateur d'égalité pour les structures, elle est déjà prédéfinie au niveau du langage C. Donc, vous pouvez faire l'affectation directement comme ça. NE flèche ATH reçoit NV, sachant que ATH et NV sont de type athlète. Très bien. Donc, une fois on a stocké l'information aussi sur NE, maintenant NE, l'élément NE est prêt pour être inséré au début de la liste. Donc, tout d'abord, vous devez vérifier si la liste est vide. Donc, si la liste est vide, ça veut dire qu'on est en train de stocker le premier élément de notre liste. Et dans ce cas, il suffit de faire L reçoit NE, c'est-à-dire votre nouveau élément, ça sera la tête de liste. Sinon, c'est-à-dire si la liste contient déjà des éléments, c'est le cas qu'on a expliqué au niveau du schéma. Donc, la première action qu'il faut faire, il faut que le suivant de NE reçoit L, OK, cette liaison. Par la suite, il faut que le précédent de l'ancienne tête L reçoit NE, c'est cette liaison, OK. Et par la suite, changement de l'adresse de la tête. L reçoit NE. Et on retourne bien sûr l'adresse sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on a bien sûr changé l'adresse de la tête. Donc, vous devez la retourner à la fin pour prendre en considération ce changement à l'extérieur de la fonction insérer début. Très bien. Passons maintenant à la fonction suivante. La fonction suivante demandée, c'est la fonction qui insère une nouvelle cellule à la fin. C'est insérer fin. Donc, passons d'abord au niveau du schéma pour expliquer le principe de cette insertion à la fin avant de passer à l'implémentation en langage C. Donc, supposons qu'on a toujours une liste, OK, une liste doublement enchaînée, et un nouveau élément, OK, qu'on veut l'insérer à la fin de cette liste. Très bien. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, comme au niveau des listes simplement enchaînées, vous devez localiser la dernière cellule, c'est-à-dire il faut placer un pointeur au niveau de cette cellule. OK? Donc pour cela, on va utiliser un pointeur D qui parcourt la liste en commençant bien sûr de la tête de liste. Donc tout d'abord, on fera D reçoit L pour que D pointe sur la tête de liste et on va déplacer D au niveau de la liste jusqu'au arriver à la dernière cellule. Donc, while D a un suivant, on va déplacer D. Une fois le suivant de D devient nul, on va arrêter le déplacement de D. Parce que notre objectif, c'est de placer D au niveau de la dernière cellule de notre liste doublement enchaînée. Très bien. Donc, une fois on a placé D au niveau de la dernière cellule, maintenant on peut procéder à l'insertion de NE. Comment ça? Donc, il faut que le suivant de D, c'est ça le suivant de D, normalement il pointe sur nul, donc on doit changer cette adresse pour que le suivant de D pointe sur NE. OK? Comme ça. Donc, le suivant de D, D suivant, pointe sur NE. Donc, on supprime nul. Par la suite, il faut que le précédent de NE pointe sur D. Donc, on supprime aussi nul. Très bien. Et comme ça, on fera l'insertion à la fin. Passons maintenant au code pour voir comment
on va traduire ça en instruction écrite en C. Donc, tout d'abord, on déclare le pointeur NE qui ça sera utilisé pour créer un nouveau espace mémoire pour faire l'insertion d'une nouvelle cellule à la fin et un pointeur D pour l'objectif de parcourir la liste jusqu'aux localisations de la dernière cellule. Très bien. Donc, NE reçoit alloué NE pour créer un nouveau espace avec l'initialisation, bien sûr, des deux pointeurs sur la cellule suivante et la cellule précédente. Par la suite, initialisation de l'information sur l'athlète par la valeur qui est passée en paramètre NV. Donc, NE flèche athlète reçoit NV. Très bien. Une fois la cellule devient prête, l'étape suivante, c'est l'insérer à la fin. Donc, comme d'habitude, vous devez d'abord tester si la liste est vide, ok, parce que l'utilisateur peut commencer par une insertion à la fin dès le départ de la création de la liste. Donc, if L égale ne, L reçoit NE. Donc, dans ce cas, on aura un changement de l'adresse de la tête de liste. Donc, auparavant, elle était nulle, ok, quand la liste était vide, et par la suite, L devient égale à NE. Donc, c'est pour cela qu'on doit retourner l'adresse de la tête. C'est pour prendre en considération ce cas. OK? Mais si la liste est non vide, donc on ne parle pas de changement de l'adresse de L parce qu'on va insérer le nouveau élément à la fin d'une liste qui existe déjà. Donc L est différent de nul. Donc si L est différent de nul, c'est le cas qu'on a expliqué ici, on va utiliser un pointeur D qui parcourt la liste, OK? Qui commence de l'adresse L et qui parcourt la liste tant que le suivant de D est différent de nul. Il va arrêter, bien sûr, une fois on localise la dernière cellule. Donc, on fera le parcours à l'aide de cette boucle. For D reçoit L, initialisation de D. Tant que D suivant est différent de nul, D reçoit D suivant. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire au niveau de cette boucle. C'est seulement le déplacement de D. Ok, c'est pour cela on met ici point virgule pour fermer la boucle. Donc, après exécution de cette boucle, on aura D pointe sur la dernière cellule de notre liste. Ok, donc l'étape suivante qui reste, c'est quoi? C'est il faut que le suivant de D pointe sur NE. Donc, D suivant reçoit NE. D suivant reçoit NE. OK? Et le précédent de NE pointe sur D. NE précédent reçoit D. Très bien. Donc, après exécution de ces deux instructions, il y aura placement du nouveau élément en queue de la liste. Et à la fin, bien sûr, on retourne L. Très bien. Voilà tout ce qui concerne cette fonction d'insertion à la fin de liste. Maintenant, on passe à l'implémentation de la fonction qui fait la création de la liste. Comme on a fait au niveau des listes simplement enchaînées, on va faire la même chose ici pour vérifier si on a bien créé la liste ou pas. OK? Donc, même si cette fonction n'est pas demandée au niveau de la série, on va la faire. Donc, c'est une fonction qui appelle soit insérer début ou bien insérer fin pour faire plusieurs insertions, OK, au début et à la fin pour l'objectif de créer une liste doublement enchaînée. Donc, passons à l'implémentation de cette méthode. Voilà donc l'implémentation de cette fonction qui fait la création de la liste. OK, donc c'est exactement la même fonction que la dernière fois au niveau du TP1. OK, parce que c'est une fonction qui répète tout simplement l'appel de soit insérer début ou bien insérer fin selon le choix de l'utilisateur. Donc ici, la seule différence avec la première fonction qu'on a implémentée au niveau des listes simplement enchaînées, c'est la donnée ou bien le type de l'information. Avant, c'était la saisie d'une valeur entière, c'est-à-dire une cellule qui contient comme information une valeur entière. Mais ici, au niveau des listes doublement enchaînées, l'information, c'est un athlète. OK? Donc, la seule différence qui ça sera en comparant avec la première fonction sur les listes simplement enchaînées, c'est la saisie des informations concernant un athlète à la place de la saisie d'une valeur entière. OK? Donc, on remplace ici la lecture d'une valeur entière par l'appel de la fonction lire athlète qui fait la saisie des informations concernant un athlète donné. Donc, NV reçoit lire athlète. Et c'est NV qui ça sera utilisé soit sur insérer début, s'il s'agit d'une insertion au début, ou bien insérer fin, s'il s'agit d'une insertion à la fin. OK? Donc, c'est une boucle qui se répète tant que l'utilisateur veut insérer des éléments au début ou bien à la fin de la liste. Une fois l'utilisateur entre un choix qui est différent de 1
est différent de 2, donc il y aura arrêt de la saisie et on retourne la tête de liste pour retourner notre liste doublement enchaînée. Très bien. Maintenant, la seule fonction qui nous reste pour tester si notre fonction est créée correctement ou pas, c'est la fonction d'affichage. Ok. Donc, c'est le sujet de la question suivante du TP. Donc, dans la question 3, on vous demande de développer la fonction afficher, qui reçoit en paramètre, bien sûr, la tête de liste, avec un caractère qui est le mode d'affichage. OK? Donc, c'est une fonction qui doit afficher la liste chaînée en avant si le mode choisi par l'utilisateur est la lettre A. OK? Ou bien afficher la liste à l'envers si le mode choisi par l'utilisateur est R. Donc, si l'utilisateur entre comme mode d'affichage le caractère A, on doit afficher la liste en avant, c'est-à-dire du premier élément vers le dernier. Et si l'utilisateur choisit comme mode d'affichage le mode R, ça veut dire qu'il faut afficher la liste à l'envers, c'est-à-dire du dernier élément vers le premier. Donc, passons au code pour voir comment on va implémenter cette fonction. Donc, pour cela, on aura besoin de deux pointeurs. OK? Le pointeur Q et le pointeur D. Donc, on va utiliser le pointeur Q pour l'affichage en avant, pour commencer du premier élément vers le dernier. Et on va utiliser le pointeur D s'il s'agit de l'affichage en arrière, pour commencer de la dernière cellule vers la première en utilisant le pointeur sur l'élément précédent. OK? Donc, au niveau de la fonction, tout d'abord, on doit vérifier si la liste est vide ou pas. Donc, if L égale nul, donc il n'y a rien à afficher, donc on affiche tout simplement liste vide. Else, c'est là, à l'intérieur de ce bloc else, où il faut gérer les deux modes. Donc, on commence par la déclaration des deux pointeurs Q et D. Q, bien sûr, pointe sur L, OK? Et D doit pointer sur la dernière cellule de notre liste. Donc, on va utiliser la même boucle qu'on a utilisée au niveau de la méthode insérer fin pour placer D au niveau de la dernière cellule. Donc, for D reçoit L, tant que D suivant est différent de nul, D reçoit D suivant. OK? Donc, après exécution de cette boucle, on aura D ici, placé au niveau de la dernière cellule. Très bien. Maintenant, on va distinguer entre les deux modes. Bien sûr, le mode, ça sera entré par l'utilisateur, le mode d'affichage. Soit la lettre A, soit la lettre R. OK? Donc, if mode égale la lettre A, donc, c'est l'affichage de la liste en avant. Donc, pour afficher la liste en avant, tout simplement, on doit utiliser une boucle qui s'exécute tant que Q est différent de nul. Donc, while Q. OK? Donc, while Q, on va afficher bien sûr les informations concernant un athlète, OK? À savoir le code, le nom et le prénom, date de naissance, etc. Donc, Q flèche ath.code, Q flèche ath.nom prénom, etc. pour afficher toutes les informations concernant un athlète. OK? Donc, voilà printf pour afficher toutes les informations d'un athlète et bien sûr, pour passer à la cellule suivante, Q reçoit Q suivant. Donc, Q reçoit Q suivant tant qu'il y a des éléments dans la liste. Donc, une fois Q devient nul, ça veut dire qu'on a affiché tous les éléments et on va casser la boucle. Casser la boucle, bien sûr, et sortir de la fonction. OK? Si maintenant, l'utilisateur a choisi comme mode l'affichage en arrière, donc c'est l'exécution du bloc else. Donc, else, if mode égale R, OK? Maintenant, il y aura l'utilisation du pointeur D. Le pointeur D, bien sûr, elle est déjà placée au niveau de la dernière cellule. Donc, on va l'utiliser pour afficher les éléments de la liste en arrière, en utilisant le pointeur sur le précédent pour passer d'une cellule à l'autre. OK? Donc, while D, on répète la même fonction printf pour afficher les informations d'un athlète. OK? Et ici, on fera D reçoit D précédent pour se déplacer au niveau de la liste doublement enchaînée en arrière, c'est-à-dire de la dernière cellule vers la première jusqu'au D devient nul. Une fois D devient nul, ça veut dire qu'on a affiché tous les éléments de notre liste doublement enchaînée et on sort de la fonction, bien sûr. Donc voilà tout ce qui concerne cette fonction d'affichage. Maintenant, l'action suivante, c'est le test de la création de notre liste doublement enchaînée avec affichage au niveau du programme principal main. Avant de passer au main, n'oubliez pas s'il vous plaît de faire une petite correction ici au niveau de printf parce qu'on a fait copier-coller de cette fonction printf. On a oublié de changer ici le nom du pointeur. Donc ici à la place de Q, c'est D. C'est le pointeur qui est utilisé ici. D et pas Q. OK?
Et il faut faire la même chose au niveau du reste des éléments de la structure athlète. OK? Donc T à la place de Q. Passons maintenant à la fonction principale main, OK? Pour faire un test. Donc, pour tester la création de la liste plus affichage, on aura besoin de déclarer bien sûr la tête de liste, grand L, qui est initialisée par nul. Et juste après, on appelle la méthode créer liste qui reçoit la tête de liste et qui retourne de nouveau la nouvelle tête de liste. Bien sûr, après des insertions au début et à la fin, selon le choix de l'utilisateur. OK? Et bien sûr, après l'appel de créer liste, on va afficher premièrement la liste en avant, en précisant ici le mode A. OK? Et puis, on affiche la même liste en arrière en précisant ici le mode R. Donc, passons à l'exécution. Donc, je compile. Très bien, zéro erreur. Donc, j'exécute. Très bien. Maintenant, au niveau de l'exécution, je vais insérer par exemple deux ou bien trois athlètes. OK? Commençons par une insertion au début. Par exemple, donc je saisis le code, par exemple 12. Nom, prénom, par exemple, nom 1, prénom 1. Date de naissance, par exemple 3, 10, 1999. Donner le temps du score, par exemple 300 secondes. La distance du score, donc on a deux courses, soit 400 mètres ou bien 3000 mètres. Donc je choisis par exemple 400. L'athlète a terminé, par exemple oui. Très bien, donc j'insère un nouveau athlète à la fin. Code de l'athlète par exemple 15. Nom, prénom par exemple nom 2, prénom 2. Date de naissance par exemple 10, 3, 2000 par exemple. Le score par exemple 1000 secondes pour une distance de 3000 mètres. OK? Oui. Très bien, et j'arrête la saisie. Voilà donc l'affichage de la liste en avant. Donc, tout d'abord, on a commencé par une insertion au début, OK? 12, nom 1, prénom 1, etc. OK? Et après ça, on a inséré un autre athlète à la fin. Donc, le premier élément de la liste, c'est l'athlète qui a le code 12. Et le deuxième élément de la liste, celui qui a été inséré à la fin, il a le code 15. Donc, voilà l'affichage en avant. Le premier, c'est l'athlète qui a le code 12, puis le deuxième, l'athlète qui a le code 15. Et par la suite, l'affichage de la liste en arrière. On commence bien sûr par le dernier qui a le code 15, puis l'élément précédent qui a le code 12. Très bien. Donc, notre fonction de création de liste et d'affichage marche très bien. Passons maintenant à l'implémentation des autres méthodes qui restent. Donc, la fonction suivante est la fonction de suppression. C'est la question 4. Donc, on vous demande d'implémenter cette méthode supprimer, qui reçoit bien sûr la tête de liste et qui retourne de nouveau l'adresse de la tête de liste. OK? Donc, c'est une fonction qui doit supprimer les athlètes qui n'ont pas terminé la course. Dans le champ termine de la structure score, il contient la chaîne de caractères non. Très bien. Donc, passons maintenant au schéma pour expliquer le principe de cette fonction. Donc, dans cet exemple, j'ai essayé de représenter tous les cas possibles. OK? Donc, j'ai écrit juste l'information sur la chaîne termine, OK? Oui ou non, pour savoir s'il s'agit d'un athlète qu'il faut le supprimer ou pas. Donc, par exemple, ici, j'ai mis la chaîne non au début de la liste pour gérer le cas de la suppression en tête. Aussi au milieu pour gérer le cas de la suppression au milieu et à la fin. OK? Donc, au milieu ou bien à la fin, c'est la suppression ailleurs. OK? Donc, on va utiliser un pointeur courant, OK, qui va pointer au début sur la tête de liste pour l'objectif de chercher les athlètes qui n'ont pas terminé la course. Très bien. Et à chaque fois, on va rencontrer un athlète qui n'a pas terminé la course. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer un autre pointeur qui s'appelle lmsup pour supprimer la cellule correspondante. OK? Très bien. Ici, dans cette fonction de suppression,
Elle a le même principe que la fonction de suppression qu'on a déjà implémentée au niveau du premier TP sur les listes simplement enchaînées. La seule différence ici, c'est que vous n'aurez pas besoin de déclarer un troisième pointeur pour sauvegarder l'adresse de la cellule précédente. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de la structure d'une liste doublement enchaînée, vous avez déjà l'information sur l'élément précédent dans chacune des cellules. C'est pour cela qu'on aura besoin seulement d'un pointeur courant pour chercher les athlètes qui n'ont pas terminé la course et un autre pointeur LMSUP pour supprimer la cellule correspondante. Très bien. Donc, allons-y d'appliquer ce principe de suppression au niveau du schéma pour voir comment on va faire pour supprimer les athlètes qui n'ont pas terminé la course. Très bien. Donc, tout d'abord, on doit placer un pointeur courant ici au début de la liste. Donc, courant reçoit L. OK? Donc, ça sera une boucle qui s'exécute tant que courant est différent de nul. OK? Donc, c'est la boucle que vous voyez ici au niveau de la méthode supprimer. While courant différent de nul. Très bien. Donc, la première des choses, il faut vérifier si il s'agit d'un athlète qu'il faut le supprimer ou pas. C'est-à-dire, il faut y accéder à la chaîne termine pour vérifier s'il s'agit d'un athlète qui a terminé la course ou pas. Très bien. Donc, ici, on est devant le premier cas à gérer. Courant, flèche, athlète.compétition.termine égale non. Donc, c'est un athlète qu'il faut le supprimer de la liste. Très bien. Donc ici, il s'agit d'un athlète qui existe en tête de liste. Donc, on va procéder à la suppression en tête pour supprimer cette cellule. OK? Donc, si vous suivez en même temps au niveau de la fonction, ici, à l'intérieur de la boucle, on a commencé par quoi? Par un test qui vérifie si l'athlète a terminé la course. Donc, si l'athlète a terminé la course, il ne s'agit pas d'un élément à supprimer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut déplacer courant. Donc, courant reçoit courant suivant. Donc, supposons qu'au niveau de notre liste, on a plusieurs athlètes qui ont terminé la course. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste déplacer courant d'une cellule à l'autre sans effectuer la suppression. Et dans ce cas, on n'aura pas la gestion du cas de la suppression en tête. Pourquoi? Parce que la tête de liste contient dans ce cas un athlète qui a déjà terminé la course. OK? Donc, le cas qu'on est en train de gérer, il existe à l'intérieur du bloc else. OK? Ça veut dire on est devant une cellule qu'on doit la supprimer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un athlète qui n'a pas terminé la course. Très bien. Donc, à l'intérieur du bloc else, on commence par quoi? Par placer un pointeur sur courant. C'est l'élément à supprimer. C'est ce pointeur. OK? L'élément à supprimer. Très bien, parce qu'il s'agit d'une cellule qu'on doit la supprimer. Le test qui vient par la suite, c'est quoi? C'est de vérifier s'il s'agit de la tête de liste ou pas. C'est ce test ici. If courant égale L. Donc, si c'est le cas, il s'agit de la suppression au début. Donc, c'est le cas qu'on va gérer ici. Très bien. Donc, on va se concentrer sur ce bloc pour voir comment il faut procéder pour supprimer la tête de liste. Très bien. Donc, tout d'abord, on fera ce test. If courant suivant différent de nul. À votre avis, pourquoi on fera ce test? Pour tout simplement vérifier si la liste contient un seul élément ou bien plusieurs. Donc, si le suivant de courant est égal à nul, ça veut dire qu'il n'existe qu'un seul élément au niveau de la liste. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine de manipuler les pointeurs, il suffit d'appeler free, comme ça. Free LMSUP et retourner nul. Pourquoi? Parce que la liste, elle contient qu'un seul élément. OK? Donc, ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que le suivant de courant est différent de nul. Donc, il y aura exécution de ce bloc. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer la tête de liste? Donc, normalement, il faut que le précédent du suivant de courant pointe sur nul. Donc, avant de changer cette liaison, vous devez commencer d'abord par le changement de cette liaison. Pourquoi? Parce que vous allez y accéder à cette liaison via courant, à l'aide de cette instruction courant suivant précédent. OK? Donc, tout d'abord, il faut changer cette liaison. Courant suivant précédent pour qu'il pointe sur nul. OK? Comme ça. OK? Donc, courant suivant précédent pointe sur nul. C'est la première instruction ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'adresse de la tête. OK? Il faut changer l'adresse de la tête. Il faut que L
reçoit courant suivant. OK? L reçoit courant suivant. Et après le changement de l'adresse de L, on doit déplacer courant, OK, pour continuer la recherche. Donc, courant reçoit dans ce cas L, après modification de l'adresse de la tête. Très bien. Maintenant, l'LM sup, ou bien l'élément à supprimer, ou bien la cellule à supprimer, devient libre. OK? C'est-à-dire, vous pouvez appeler free pour supprimer cette cellule. OK? Donc, quand il y aura appel de free au niveau de la fonction, c'est après le bloc else. Donc, ici, on gère le cas de la suppression au début. Dans le bloc else, ici, on gère le cas de la suppression ailleurs. Donc, c'est là où il y aura appel de free. OK? Donc, il y aura exécution de ce bloc et puis appel de free lmsup pour supprimer cette cellule. Donc, voilà tout ce qui concerne le premier cas de la suppression au début. Très bien. Donc, courant, il est toujours différent de nul. Donc, il y aura réexécution de la boucle, while courant différent de nul. OK? Maintenant, le pointeur courant pointe sur un athlète qui a terminé la course, c'est-à-dire le premier test, il est vérifié. If strcmp, donc bien sûr, strcmp, c'est la fonction qui compare deux chaînes de caractères. Donc, la chaîne termine de cet athlète, il contient oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Tout simplement, il faut déplacer le pointeur courant vers la cellule suivante parce qu'il ne s'agit pas d'un élément à supprimer. Très bien. Donc, courant, il est toujours différent de nul. OK? Donc, après déplacement du courant, le deuxième bloc, c'est else. Et après else, il y a répétition, bien sûr, de la boucle. OK? Ici. Répétition de la boucle. Très bien. Donc, au niveau de la troisième itération, courant, il est toujours différent de nul. OK? Et maintenant, il s'agit d'un athlète qu'il faut le supprimer parce que c'est un athlète qui n'a pas terminé la course. La chaîne termine, elle est égale à non. OK? Donc, il y aura exécution de ce bloc else. Très bien. Donc, toujours la première action, c'est placer le pointeur lmsup sur la cellule qu'on va supprimer. Très bien. Donc, lmsup pointe ici, au niveau de la même adresse que courant. OK? Lmsup reçoit courant. Le test qui suit, c'est vérifier s'il s'agit de la tête. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas exécution de ce bloc if, il y aura exécution de ce bloc else. OK? Très bien. Donc, au niveau de ce bloc else, on vérifie deux cas. OK? Le premier cas, c'est de vérifier s'il s'agit de la dernière cellule de la liste ou bien une cellule qui existe au milieu. Parce que au niveau de la suppression ailleurs, dans les listes doublement enchaînées, ça diffère. La suppression au milieu, c'est pas la même chose que la suppression à la fin. C'est pas comme les listes simplement enchaînées. Et on va voir pourquoi. OK? Donc ici, on va pas traiter le premier cas. Pourquoi? Parce que le suivant de courant, il est différent de nul. OK? Donc c'est pas la dernière cellule. Donc on va exécuter ce bloc. OK? Le bloc else. Parce qu'il s'agit d'un élément qui existe au milieu, à une position donnée. Et par la suite, quand il s'agit du cas de la suppression à la fin, on va revenir au bloc if pour expliquer ce cas. Très bien. Maintenant, il faut se concentrer sur ce bloc else. Comment on va faire pour supprimer cet élément qui existe au milieu? Donc, tout d'abord, il faut changer cette liaison. Il faut que le suivant du précédent du courant pointe sur le suivant du courant. OK? Comme ça. Donc, je supprime cette liaison pour la remplacer avec cette liaison. Donc, courant précédent suivant pointe sur courant suivant. OK? Courant précédent suivant, c'est cette liaison, pointe sur courant suivant, c'est-à-dire pointe sur cette cellule. Très bien. Par la suite, il faut changer cette liaison. OK?
C'est quoi cette liaison? C'est courant suivant précédent. Donc, il faut que le précédent du suivant de courant pointe ici, sur courant précédent. OK? Donc, on supprime cette liaison pour la remplacer par cette liaison. OK? Donc, il faut que le précédent du suivant de courant pointe sur courant précédent. Cette instruction. Courant suivant précédent, courant suivant précédent, pointe sur courant précédent. Voilà, courant précédent. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut déplacer bien sûr courant vers la cellule suivante pour continuer la recherche. OK? Très bien. Maintenant, LM_sup devient libre. OK? C'est pas la peine de pointer cette liaison, c'est-à-dire le suivant de LM_sup et le précédent de LM_sup vers nul. Pourquoi? Parce que une fois il y aura appel de free, il y aura suppression de ces liaisons aussi. OK? Donc, juste après le bloc else, il y aura appel de free LM_sup. Très bien. Donc, suppression de cette cellule. Donc, voilà l'appel de free. Il va supprimer cette cellule. Comme ça. Très bien. Donc, maintenant, courant, il pointe sur la dernière cellule. OK? Donc, il y aura exécution de la boucle while pour la dernière fois. Très bien. Donc, cette cellule, c'est un athlète qui n'a pas terminé la course. Donc, il s'agit d'une cellule à supprimer. Donc, c'est le dernier cas à gérer. Il s'agit de la suppression à la fin. OK? Donc, bien sûr, il n'y aura pas exécution de ce bloc if. Pourquoi? Parce que c'est un athlète qui n'a pas terminé la course. Donc, il y aura exécution de ce bloc else. Donc, comme d'habitude, vous devez placer LM_sup sur la même cellule pointée par courant. Donc, LM_sup, ici, parce qu'il s'agit d'une cellule qu'on doit la supprimer. Très bien. Le premier test, bien sûr, n'est pas vérifié parce que cet élément, ce n'est pas la tête de liste. Donc, il y aura exécution de nouveau de ce bloc else. OK? Mais maintenant, il s'agit d'une suppression à la fin et pas une suppression au milieu à une position donnée. OK? Donc, le premier test, ça sera vérifié. If courant suivant égale nul. Donc, c'est le cas ici. Courant suivant, elle est égale à nul. Très bien. Donc, il y aura exécution de ces deux instructions pour supprimer cette cellule. Donc, on va voir comment. Donc, pour libérer cette cellule, pour la supprimer, il faut libérer cette liaison. OK? Donc, c'est quoi cette liaison? C'est courant précédent suivant. OK? Donc, il faut que courant précédent suivant pointe sur nul. Très bien. Donc, on libère cette liaison pour qu'il pointe sur nul. Comme ça. Par la suite, on pointe courant vers nul. Pourquoi? C'est pour l'objectif de casser la boucle. Parce que ça, c'est le dernier élément de la liste. Donc, il n'y a plus d'éléments au niveau de la liste. Donc, on doit arrêter la recherche. C'est pour cela on donne à courant nul. OK? Donc, si courant reçoit nul, quand il y a réexécution de la boucle, donc le test ne sera pas vérifié. Pourquoi? Parce que courant n'est pas différent de nul, il est égal à nul. Et par la suite, il y aura appel de return L pour terminer cette fonction de suppression et retourner la nouvelle tête de liste, tout simplement. OK? Mais bien sûr, avant qu'on casse la boucle, il y aura appel de free LM_sup pour supprimer cette cellule de la liste doublement chaînée. Comme ça. Très bien. Donc, après appel de free LM_sup, on va casser la boucle et on va retourner la nouvelle tête de liste. Et c'est une liste qui contient qu'un seul élément au niveau de cet exemple qu'on a expliqué. Très bien. Maintenant, passons à la fonction principale main pour tester cette fonction de suppression pour voir si cette fonction marche très bien ou pas. Maintenant, on va faire un test de cette fonction supprimée dans la fonction principale main. Donc, juste après l'appel de l'affichage, il y aura appel de supprimer comme ça. Donc, c'est une fonction qui reçoit tête de liste et qui retourne de nouveau la tête. Et on va réafficher de nouveau pour vérifier si la suppression est passée correctement ou pas. Donc, je lance l'exécution. Donc, je vais essayer de faire des insertions
comme dans l'exemple. OK? Donc, je commence par une insertion au début. Je donne n'importe quoi, par exemple, code 1, nom 1, date de naissance 1, 1, terminé, nom, insertion à la fin, 2, 2, 2, 2, 2, terminé, oui. Et les autres sont des insertions à la fin, 3, 3, 3, 3, 3, terminé, non. Pour la suppression au milieu. Et la dernière insertion à la fin, code 4, 4, 4, 4, 4, terminé, non, pour la suppression à la fin. Et on arrête la saisie. Très bien. Donc voilà l'affichage de la liste en avant. 1, 2, 3, 4. Donc on a le premier n'est pas terminé, la course. Le deuxième, oui. Le troisième, non. Le dernier, non. OK? Donc, voilà ici l'affichage en arrière, puis l'affichage de la liste en avant après suppression. Donc, après suppression, qu'est-ce que vous remarquez? Il a laissé juste un athlète qui a terminé la course. Donc, il a supprimé le premier, celui qui existe au niveau de la troisième position, et le dernier. Très bien, donc, notre fonction de suppression marche comme il faut. Passons maintenant à l'explication de la fonction suivante. C'est la fonction diviser. OK? Donc, voilà le prototype de cette fonction diviser. OK? C'est une fonction qui ne retourne rien et qui reçoit en paramètre 3 listes. La première liste, L, c'est la liste que vous avez réalisée, et 2 autres listes, L1 et L2. Donc ici, vous remarquez qu'il y a une différence dans le type des listes. La première liste, elle est de type liste étoile. L1 et L2 sont de type liste étoile étoile. OK? Donc on va expliquer pourquoi L1 et L2 sont de type étoile, étoile et pas juste étoile. Ça vient par la suite. Donc, c'est une fonction qui fait quoi? Qui fait la division du groupe des athlètes en 2 sous-groupes. OK? Selon quoi? Selon le type de course. C'est-à-dire, vous allez stocker les athlètes qui participent au type de course 400 mètres dans L1, dans une liste L1, et les autres athlètes qui participent dans la course de type 3000 mètres dans L2. Donc, on va effectuer la division selon le type de course de chaque athlète. OK? Très bien. Donc, passons maintenant au code pour expliquer le principe de cette fonction. Donc, voilà la fonction diviser. OK? C'est une fonction qui reçoit 3 paramètres. La liste principale L et les 2 listes L1 et L2. Très bien. Maintenant, pourquoi on passe L1 et L2 de type LDC étoile étoile? OK. Donc, revenons avec moi au niveau de la fonction insérer début ou bien insérer fin. Par exemple, dans insérer début, c'est une fonction qui reçoit en paramètre la tête de liste et qui retourne la tête de liste de nouveau. Pourquoi? Parce que au niveau de la fonction insérer début, il y aura changement de l'adresse de la tête. OK? Il y aura changement de l'adresse de la tête. C'est pour cela qu'on retourne de nouveau cette adresse. OK? Pourquoi? C'est parce qu'ici, on a utilisé le passage par valeur de cette adresse de la tête. C'est pour cela qu'on est obligé de retourner de nouveau l'adresse de la tête après changement de cette adresse. OK? Très bien. Maintenant, au niveau de cette fonction diviser, la fonction diviser ne retourne rien. OK? Mais à l'intérieur de cette fonction, il y aura changement de l'adresse de L1 et de L2. Pourquoi? Parce qu'avant, au début, L1 était nul et la même chose pour L2 était aussi nul. C'est clair? Parce qu'on vient de créer ces deux listes L1 et L2 en se basant sur L. C'est-à-dire, il y aura changement de l'adresse de L1 et aussi il y aura changement de l'adresse de L2. Et comme la fonction ne retourne rien, donc on est obligé de passer L1 et L2 par adresse. C'est pour cela, vous voyez ici l'ajout de cette étoile. OK? C'est pour passer L1 par adresse et passer L2 par adresse. OK? Parce qu'on n'a pas le choix. On doit passer l'un des paramètres par adresse parce que la fonction ne peut pas retourner plus qu'une valeur ou bien plus qu'une adresse. OK? C'est pour cela, vous devez utiliser le passage par adresse, soit pour L1 et retourner L2,
ou bien pour L2 et retourner L1, ok? Ou bien pour les deux et ne retourner rien, ok? Par exemple, si on veut, par exemple, utiliser le passage par adresse juste pour L1, c'est possible. Dans ce cas, on va passer L2 par valeur comme ça, ok? Mais on doit retourner LDC étoile, ok? Et ça sera l'adresse de quel élément? C'est de l'élément L2. Pourquoi? Parce que ici, L2, elle est passée par valeur. Donc, après changement de l'adresse de L2 au niveau de la fonction, on doit à la fin retourner quoi? Retourner L2. OK? Donc, soit vous faites comme ça, ou bien vous faites le passage par adresse pour les deux, parce qu'on ne peut pas retourner l'adresse de L1 et en même temps l'adresse de L2, parce que la fonction ne permet de retourner qu'une seule valeur ou bien qu'une seule adresse. OK? Et pour bien comprendre la différence entre le passage par valeur et le passage par adresse, je vous demande de revoir la vidéo posée par votre professeur Badr Hassina. Elle a déjà préparé une vidéo qui explique la différence entre le passage par valeur et le passage par adresse. Donc, je vous invite tous de revoir cette vidéo pour comprendre plus la différence entre ces deux notions. Très bien. Revenons maintenant à notre prototype qu'on a au niveau de la série. Donc, une fonction qui ne retourne rien et qui reçoit en paramètre trois listes. La première liste, L. Donc, pourquoi ici juste LDC étoile? Parce qu'on va utiliser L juste pour faire un parcours sans modifier la tête de liste L. OK? Et ici, passage par adresse de L1 parce qu'on va changer l'adresse de la tête de L1. Avant était nul et par la suite, il devient différent de nul. OK? La même chose pour L2. On utilise ici un passage par adresse parce qu'il y aura changement de l'adresse de la tête de L2. Avant, ça sera nul et par la suite, ça sera différent de nul. Très bien. Donc, passons maintenant à l'explication du code de cette méthode. Donc, tout d'abord, on commence par un test sur L. If L est différent de nul. Parce que si L est nul, on ne parle pas de la division. OK? Par la suite, on déclare un pointeur courant, OK, qui pointe sur L, qui pointe sur notre liste doublement enchaînée. Courant reçoit L pour l'objectif de faire quoi? De faire un parcours sur les cellules de L et en même temps pour vérifier si courant pointe sur une cellule d'un athlète qui participe sur une course de 400 mètres ou bien une course de 3000 mètres, OK? Pour insérer cette cellule soit au niveau de L1 ou bien au niveau de L2. Donc, voilà la boucle qui fait le parcours, while courant différent de nul, OK? Donc, tant que courant est différent de nul, c'est-à-dire tant que courant pointe sur des cellules au niveau de notre liste, on répète ce traitement, OK? Donc, le traitement, il est très simple. Ici, on fera des tests à l'aide de strcmp, OK? Donc, on accède ici au champ distance, OK? De la structure score, OK, qui est lui-même un champ de la structure athlète. Donc, if strcmp courant flèche ath.compétition.distance. Si la distance de cette cellule elle est égale à 400, donc il s'agit du type de course 400 mètres. Dans ce cas, il y aura insertion dans la liste L1. OK? Donc, pour insérer cette cellule au niveau de la liste L1, vous pouvez choisir soit la méthode insérer début ou bien insérer fin, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de stocker tous les athlètes, OK, qui participent dans la course de type 400 mètres dans L1, OK, et les autres athlètes, bien sûr, dans L2. Donc, vous pouvez choisir soit insérer début ou bien insérer fin pour stocker cet athlète dans la liste L1. Donc, voilà l'appel de insérer début. Donc, c'est une méthode qui reçoit en paramètre quoi? LDC étoile. OK? C'est pour cela, ici, on écrit étoile L1. OK? Parce que L1 tout court, il est de type LDC étoile étoile. Mais insérer début, c'est une fonction qui reçoit un paramètre qui est de type LDC étoile. OK? Parce que insérer début, il n'utilise pas le passage par adresse. Il utilise juste le passage par valeur de la liste. OK? Parce que c'est une fonction qui retourne à la fin l'adresse de la liste. OK? Donc, on n'aura pas besoin de passer L1 ici par adresse. Donc, il suffit de passer ici L1 par valeur. C'est pour cela qu'on passe étoile L1 et on retourne étoile L1. OK? Parce qu'ici, on utilise le passage par valeur et pas par adresse comme
dans diviser. OK? Par la suite, on va voir comment on va appeler diviser au niveau du int. Très bien. Donc, appel de insérer début, étoile L1, et on passe bien sûr l'information sur l'athlète. C'est courant, flèche, ATH. On a déjà l'information sur notre liste L. Donc, courant ici, il pointe sur une cellule de L. OK? Donc, courant flèche ATH va nous donner l'information sur l'athlète. Très bien. Et s'il s'agit d'un type de course de distance 3000 mètres, il y aura insertion dans L2 de la même façon, en utilisant soit insérer début ou bien insérer fin. Très bien. Et bien sûr, avant de réexécuter la boucle, il faut déplacer courant vers la cellule suivante pour répéter la même action. Et on va faire ça plusieurs fois. Tant que la liste contient des cellules, on va répéter le même traitement, soit pour insérer la cellule pointée par courant dans L1, s'il s'agit de la distance 400 mètres, ou bien dans L2, s'il s'agit de la distance 3000 mètres. Très bien. Voilà donc tout ce qui concerne cette méthode divisée. Passons maintenant à la fonction principale main pour tester la fonction divisée. Donc, pour tester cette fonction, on déclare deux autres listes, OK, L1 et L2, initialisées par nul, OK. Donc ici, je mets en commentaire l'appel de la fonction supprimée pour ne pas supprimer les athlètes qui n'ont pas terminé la course, OK. Et ici, j'appelle la fonction divisée. Donc bien sûr, c'est une fonction qui ne retourne rien et qui reçoit en paramètre notre liste doublement chaînée L, passage par valeur, et les autres listes L1 et L2, passage par adresse. OK, donc adresse de L1 et adresse de L2. Pourquoi? Parce que il y aura changement de l'adresse de L1 et comme la fonction ne retourne rien, donc on passe L1 et L2 par adresse. Très bien. Par la suite, j'affiche la liste L1 en avant et la liste L2 pour vérifier si la division passera correctement ou pas. Très bien, donc je lance l'exécution. Donc je vais saisir les informations pour 4 athlètes par exemple, OK? Donc des insertions au début et à la fin, peu importe. Donc j'écris ici n'importe quoi, par exemple pour l'athlète 1, 1, 1, 1, 1, et pour la distance, par exemple 400, oui. Notre insertion, par exemple 2, 2, 2, 2, pour la distance 3000, oui. Troisième insertion, athlète 3, distance 400, oui. Le dernier athlète, 4, distance 3000, oui. Et j'arrête la saisie, 3. Très bien. Donc, ici, on affiche la liste en avant. Ici, on affiche la même liste L en arrière. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? La division des deux listes. Voilà la première liste L1. Elle contient l'athlète numéro 1 et 3 de distance égale 400. OK? Et les deux autres de distance égale à 3000 dans la liste L2. Donc, très bien. Donc, la division marche très bien. Passons maintenant à la fonction suivante. La fonction suivante, c'est la fonction échanger, qui fait la permutation de deux actes, c'est-à-dire les informations de l'athlète A vont être stockées dans B et les informations de B dans A. OK? Donc, passons au code blocks pour voir comment on va implémenter cette méthode. Donc, c'est une méthode très simple qui fait l'échange ou bien la permutation de deux athlètes. Donc, vous remarquez que la fonction ne retourne rien. Donc, pour effectuer cette tâche de permutation, on doit passer l'athlète A et l'athlète B par adresse. OK? Donc, pour faire la permutation, voilà donc c'est l'algorithme d'échange que vous connaissez déjà. On déclare bien sûr une variable auxiliaire de type athlète. OK? Et par exemple, on stocke dans X le contenu de A, donc c'est étoile A, parce que c'est la valeur. On va stocker dans X la valeur de A. OK? Et puis, dans étoile A, on écrase le contenu de l'athlète A par B. Donc, étoile A reçoit étoile B. OK? Et à la fin, on prend les informations qu'on a stockées dans X, les anciennes informations de A, pour les stocker dans étoile B. Très bien. Voilà donc tout ce qui concerne cette méthode d'échange. Au niveau de la question 7, on vous demande de faire le tri
de la liste. OK? C'est l'implémentation de la méthode tree-list. Mais ce n'est pas la liste doublement enchaînée principale, mais la liste qui contient les athlètes qui ont terminé la course 400 mètres. OK? Donc, au niveau de la question 5, on a déjà développé une fonction qui divise la liste principale en deux listes. La liste L1 qui contient les athlètes participant au type de course 400 mètres et la liste L2 qui contient les athlètes participant au type de course 3000 mètres. OK? Donc ici, on vous demande de trier les athlètes qui participent au type de course 400 mètres, mais juste les athlètes qui ont terminé cette course. OK? Donc, pour laisser au niveau de cette liste L1 juste les athlètes qui ont terminé la course, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la fonction de suppression sur L1. OK? Parce que la fonction de suppression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime les athlètes qui n'ont pas terminé la course. Donc, après la suppression des athlètes qui n'ont pas terminé la course, on va laisser dans L1 juste les athlètes qui ont terminé la course. C'est clair? Très bien. Donc, ici, au niveau de cette méthode tree-list, on doit passer en paramètre la liste L1 qui contient les athlètes participant au type de course 400 mètres. Et à l'intérieur de cette méthode tree-list, avant de commencer le tri, vous devez appeler la méthode supprimer pour laisser au niveau de L1 juste les athlètes qui ont terminé la course. Et c'est par ordre de mérite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par ordre de mérite? C'est l'ordre croissant du temps en secondes effectué par l'athlète. Donc, celui qui a fait la course en moins de temps doit être placé en premier, et ainsi de suite. Donc, on va les trier par ordre croissant du champ temps en secondes. Très bien. Passons maintenant au schéma pour expliquer comment on va trier ces athlètes dans notre liste L1. Donc, au niveau du schéma, supposons qu'on a une liste L1 qui contient juste des athlètes qui ont terminé la course. OK? Bien sûr, la course de 400 mètres. Et j'ai laissé ici, au niveau de chaque cellule, juste l'information sur le temps en secondes. OK? Parce qu'on va se baser sur cette information pour faire le tri. Très bien. Donc, bien sûr, pour trier une liste, vous devez choisir l'une des algorithmes de tri que vous connaissez, soit le tri à bulles, ou bien le tri par sélection, ou bien le tri rapide, etc. Donc, nous, on va choisir le tri par sélection pour trier les athlètes, OK? Selon, bien sûr, le temps en secondes. Très bien. Donc, pour cela, on aura besoin de deux pointeurs. Un pointeur courant 1 et un pointeur courant 2, OK? Un pointeur courant 1 qui est fixe sur la première cellule et un pointeur courant 2 qui pointe juste après courant 1 pour effectuer la recherche de la valeur minimale. OK? Et bien sûr, on va déclarer un troisième pointeur min pour localiser la cellule qui contient la valeur minimale. Donc, une fois courant 1 va terminer la recherche, on va sortir avec min pointe sur la cellule qui contient la plus petite valeur. Donc, une fois on localise la cellule qui contient la plus petite valeur, on va l'échanger avec la cellule pointée par courant 1, qui est le pointeur fixe. OK? Donc, c'est ça le principe du tri par sélection. Donc, on a courant 1 ici, pointe sur L1, et courant 2 pointe juste après courant 1, c'est-à-dire sur le suivant de courant 1. Très bien. Et bien sûr, min initialisé par l'adresse de courant 1. Très bien. Donc, tout d'abord, on va comparer le temps en secondes de la cellule pointée par courant 2 avec le temps en secondes de l'athlète pointé par min. Donc, ici c'est 300, ici c'est 400. Donc, si je trouve une valeur plus petite que la valeur qui existe au niveau de la cellule pointée par min, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'adresse de min. Et c'est le cas ici. Donc ici, courant 2, flèche ath.competition.temps, elle est égale à 300. Si on la compare avec min, flèche ath.competition.temps, elle est égale à 400. Donc ici, 300, elle est plus petite que 400. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer tout simplement
le pointeur min pour qu'il pointe sur courant 2. OK? Parce qu'on a trouvé une valeur plus petite que la valeur pointée par min. Très bien. Et on va bien sûr déplacer courant 2 vers la cellule suivante pour continuer la recherche. OK? Ici, la valeur de cette cellule, c'est 500. N'est pas inférieur à 300. Donc, il n'y aura pas changement de l'adresse de min. Donc, déplacement de nouveau de courant 2 vers la cellule suivante. Donc, ici, c'est 350. Elle n'est pas inférieure à 300. Donc, on termine cette boucle de courant 2 pour effectuer l'échange entre la cellule pointée par min et la cellule pointée par courant 1 pour trier le premier élément de la liste. Bien sûr, on ne va pas échanger les adresses de cellules, on va juste échanger les valeurs, c'est-à-dire le contenu de athlète 1 avec le contenu de athlète 2, en se basant bien sûr sur la fonction d'échange qu'on a développée dans la fonction précédente. OK? Donc, on va appeler cette méthode pour échanger les contenus de ces deux cellules, la cellule pointée par courant 1 et la cellule pointée par min. Donc, on aura la situation suivante après l'échange. Donc, ici, athlète 2 avec la valeur 300 et ici, athlète 1 avec la valeur 400. Très bien. Maintenant, une fois on a trié le premier élément, on va déplacer courant 1 vers la cellule suivante et bien sûr, on va répéter la boucle de courant 2. Donc, courant 2 va être réinitialisé pour pointer sur courant 1 suivant, c'est-à-dire ici. Et on va répéter la même action pour trier cet élément, puis cet élément, etc. jusqu'au terminer la liste. C'est-à-dire tant que courant 1 à 1 suivant et tant que courant est différent de nul. Très bien. Passons maintenant à la fonction pour voir la traduction de ce qu'on a expliqué au niveau du schéma en langage C. Donc ici, bien sûr, la méthode reçoit en paramètre l'adresse de la tête de la liste L1 et retourne, bien sûr, la nouvelle adresse de la tête de L1. Bien sûr, ici, on n'aura pas besoin de retourner de nouveau l'adresse de L1. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas changer les adresses de cette liste. On va juste échanger les valeurs entre cellules. Donc, vous pouvez laisser cette méthode de type void, ok? C'est-à-dire ne retourne rien. Parce que vraiment, on n'aura pas besoin de retourner l'adresse de L1. Très bien. Donc, avant de commencer l'action de tri, la première action, c'est quoi? C'est l'appel de la fonction supprimer. Pourquoi? C'est pour supprimer les athlètes qui n'ont pas terminé la course. OK? Parce qu'on vous demande de trier juste les athlètes qui ont terminé la course de type 400 mètres. OK? Très bien. Donc, L1, il contient déjà juste les athlètes qui participent au type de course 400 mètres. Donc, il suffit d'appeler la fonction supprimer pour laisser que les athlètes qui ont terminé la course. Très bien. Donc, après l'appel de la suppression, bien sûr, le premier test, c'est de vérifier si la liste L1 est différente de nul, parce que si L1 est égal à nul, ça veut dire que la liste est vide, et donc, il n'y a rien à trier. Très bien. Donc, if L1 est différent de nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer les pointeurs qu'on a utilisés tout à l'heure sur le schéma, courant 1, courant 2 et min. OK? Voilà la première boucle qui utilise le pointeur courant 1. Donc, courant 1 pointe sur la tête de liste, comme on a vu au niveau du schéma. Donc, ici, la condition, tant que courant 1 suivant est différent de nul, c'est-à-dire tant que courant 1 à 1 suivant veut dire qu'il y a encore des éléments non triés au niveau de la liste. Donc, une fois courant 1 pointe sur la dernière cellule, ça veut dire qu'on a terminé le tri. C'est pour cela, la condition ici, c'est tant que courant 1 suivant est différent de nul. OK? Très bien. Donc, la première action, comme on a vu tout à l'heure, c'est de placer min sur courant 1. C'est-à-dire, on suppose que la première cellule, elle contient la valeur minimale. Bien sûr, la valeur du temps en secondes. OK? Maintenant, la deuxième boucle. Le rôle de cette deuxième boucle, c'est quoi? C'est le déplacement d'un autre pointeur qui est courant 2, qui pointe juste après courant 1, OK?
pour chercher s'il existe une valeur plus petite que la valeur pointée par min. OK? Donc, c'est ça le rôle de cette boucle for. Donc, for courant 2 reçoit le suivant de courant 1. OK? Comme on a expliqué ici au niveau du schéma. OK? Donc, d'abord, courant 2 pointe sur le suivant de courant 1. OK? Comme ici, courant 2 pointe sur le suivant de courant 1. OK? Et tant que courant 2 est différent de nul, parce que ici, courant 2, il doit parcourir toute la liste. Donc, il doit aller jusqu'au nul. OK? Pour terminer la recherche. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va comparer la valeur pointée par courant 2, flèche ATH.compétition.temps, avec la valeur pointée par min, flèche ATH.compétition.temps. OK? Si on trouve une cellule qui contient une valeur plus petite que la cellule pointée par min, donc, on va changer l'adresse de min. OK? Comme ici. Par exemple, au niveau de ce schéma, on va comparer la valeur pointée par courant 2, ici c'est 500, elle n'est pas inférieure à 400, donc on déplace courant 2 vers la cellule suivante. OK? Ici, la valeur pointée par courant 2, c'est 350. Elle est inférieure aux valeurs pointées par min. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer min vers courant 2. OK? Parce qu'on a localisé une valeur plus petite que la valeur déjà pointée par min. Très bien. Une fois courant 2 devient égal nul, parce qu'il va pointer par la suite sur nul au niveau de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, juste après la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr comparer min avec courant 1. On compare min avec courant 1. Donc, pourquoi on fera ce test? C'est seulement pour ne pas effectuer l'échange si et seulement si min et courant 1 pointent sur des cellules différentes. Parce que si on a terminé la recherche sans trouver des valeurs plus petites que la première valeur pointée par min, donc ici, ce n'est pas la peine de faire l'échange avec la même cellule. OK? Donc, c'est pour ça qu'on fera ce test. If min est différent de courant 1, ça veut dire que min pointe sur une autre cellule différente de la cellule pointée par courant 1. Dans ce cas, on doit faire l'échange. Donc ici, l'échange, ça sera effectué entre athlète 1 et athlète 4. OK? Donc, athlète 1, bien sûr, on va échanger juste les valeurs. OK? Donc, athlète 4, 350. Et athlète ici 1, 400. Très bien. Et par la suite, il y aura déplacement de courant 1 vers la cellule suivante. OK? Min, toujours initialisé par courant 1. Et courant 2 pointe sur courant 1 suivant. OK? Et on va répéter la même boucle pour trouver la valeur la plus petite dans les éléments qui restent au niveau de la boucle. OK? Donc ici, si on veut terminer le tri au niveau du schéma, on va comparer la valeur pointée par courant 2 avec la valeur pointée par min. On va trouver que 400, elle est plus petite que 500. Donc, il y aura déplacement de min vers courant 2. OK? Min reçoit courant 2. Et bien sûr, après une autre itération, courant 2 va pointer sur nul, c'est-à-dire on va casser la boucle. Oui, on va comparer ici, on va effectuer ce test pour comparer min avec courant 1. Donc, je compare min avec courant 1, sont différents, donc on va faire l'échange. Donc, échange entre athlète 3 et athlète 1. Donc, ici, athlète 1, 400. Et ici, athlète 3, 500. Très bien. Donc, par la suite, il y aura déplacement de courant 1 vers cette cellule et courant 2 vers nul. OK? Donc, il y aura arrêt de la boucle. Pourquoi? Parce que le suivant de courant 1 est nul. Et bien sûr, il n'y aura pas exécution de la première boucle. Et bien sûr, il n'y aura pas exécution aussi de la deuxième boucle parce que la deuxième est incluse dans la première. Et on va retourner L1, tout simplement. Donc, à la fin, on va arriver à une liste triée selon l'ordre de mérite. C'est-à-dire athlète 2, puis 4,
puis 1, puis 3. Très bien. Donc voilà tout ce qui concerne cette méthode de tri. Maintenant, on va la tester au niveau de la fonction principale main. Donc pour tester la fonction du tri, juste après l'appel de diviser, j'appelle la méthode d'affichage pour afficher la liste L1 avant le tri, puis l'appel de la méthode traiList, ok, pour trier la liste L1, et juste après, de nouveau j'appelle la méthode afficher pour vérifier si la méthode traiList a bien fonctionné ou pas. Très bien, donc je lance l'exécution. Donc on va faire des insertions au début et à la fin, ok. Donc je vais essayer de prendre le même exemple qu'on a expliqué au niveau du schéma, ok. Donc par exemple 1, 1, 1 pour le temps du score 400 de l'athlète 1, bien sûr avant le tri. Concernant la distance, c'est 400 parce que la liste contient que des courses de type 400 mètres. Oui, à terminer la course. Insertion à la fin, 2, 2, 2. Le temps du score, c'est 300. Distance 400. Oui. Insertion à la fin, 3, 3, 3. Temps du score, 500. La distance, 400. Oui. Notre insertion, 4, 4, 4. Le temps du score, 350. Distance 400. Oui. Et je vais insérer un dernier athlète qui n'a pas terminé la course pour vérifier si la suppression marche très bien à l'intérieur de la méthode du tri. Parce qu'on doit laisser dans la liste L1 juste les athlètes qui ont terminé la course. Donc 5, 5, 5, temps du score par exemple 800, distance 400, non. Ok, donc je termine la saisie. Donc voilà l'affichage de la liste en avant, ok. Puis l'affichage en arrière, puis ici l'affichage de la liste avant le tri, et ici l'affichage de la liste après le tri, avec bien sûr suppression des athlètes qui n'ont pas terminé la course. Donc on remarque ici qu'au niveau de la liste L1, il n'y a pas le 5e athlète, ok, avec bien sûr le tri. Le premier athlète, c'est l'athlète numéro 2, comme au niveau du schéma. Le deuxième, c'est l'athlète 4. Le troisième, c'est l'athlète numéro 1. Et le dernier, c'est l'athlète numéro 3. Donc très bien, la fonction du tri marche très bien. Passons maintenant à la dernière fonction qui reste. Donc au niveau de la question 8, on vous demande d'enregistrer les informations de la liste de blocs enchaînés sur un fichier texte. Donc voilà le prototype de cette méthode enregistrée. Ok, donc c'est une fonction qui reçoit en paramètre la tête de liste et le nom du fichier. Donc bien sûr le nom du fichier c'est une chaîne de caractères. Ok, donc passons au code blocks pour voir comment on va implémenter cette méthode. Donc très bien, voilà le code de cette méthode. Donc c'est exactement le même code que la fonction que vous avez développée la dernière fois au niveau du TP1 sur les listes simplement enchaînées. C'est-à-dire on déclare un pointeur sur le fichier, ok, de type file étoile, puis on fait l'appel de fopen pour ouvrir notre fichier en mode écriture. Donc le premier paramètre reçu par fopen, c'est le nom du fichier qui est passé en paramètre de la fonction enregistrée. Et le deuxième paramètre, c'est le mode. Ici, W, parce qu'on veut ouvrir le fichier en mode écriture. OK. Bien sûr, par la suite, on déclare un pointeur qui parcourt notre liste doublement enchaînée. OK. Donc, Q reçoit L qui pointe au début sur la tête de liste. Et à l'aide de cette boucle, on va faire le parcours, c'est-à-dire le déplacement de Q sur notre liste. Tant qu'il y a des cellules dans notre liste, c'est-à-dire tant que Q est différent de nul, il y aura appel de fprintf pour stocker les informations pointées par Q, ok, au niveau du fichier texte. Donc, voilà la syntaxe de fprintf. C'est une fonction qui reçoit un paramètre. Le premier paramètre, c'est le pointeur sur le fichier. Le deuxième paramètre, c'est le format. Et les autres paramètres qui restent, c'est les informations concernant un athlète. OK?
Et bien sûr, à chaque fois on écrit les informations d'une cellule donnée dans le fichier texte, on passe à la cellule suivante à l'aide de Q reçoit Q suivant pour déplacer le pointeur vers la cellule suivante et ainsi de suite. On répète la même action tant qu'il y a des cellules dans notre liste et à la fin, après la boucle, on ferme notre fichier. Très bien. Maintenant, passons au niveau de la fonction principale main pour tester cette fonction enregistrée. Donc, j'ai mis tout en commentaire. J'ai laissé juste l'appel de la création de liste plus affichage et avec l'appel de la méthode enregistrée. Très bien. Donc, je lance l'exécution pour faire un test. Très bien. Donc, je vais faire des insertions au début et à la fin. Par exemple, code 1, 1, etc. Oui. Une autre insertion, par exemple 2. Troisième insertion, 3. Oui, et j'arrête la saisie. Très bien. Donc voilà l'affichage de la liste en avant et en arrière. Maintenant, on va vérifier au niveau du fichier texte si on a stocké les mêmes informations ou pas. Très bien. Donc voilà notre fichier. OK, fichier.txt. Donc je vais l'ouvrir. Très bien. Donc je compare avec les informations qu'on a affichées au niveau de la console. Très bien. Donc, le premier enregistrement, c'est l'athlète numéro 3. Le deuxième, athlète numéro 1. Puis, athlète numéro 2. Très bien. Donc, on a les mêmes informations au niveau du fichier texte. Donc, ça veut dire que la fonction enregistrée marche très bien. Donc, voilà tout ce qui concerne ce TP2 sur les listes doublement enchaînées. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.